Alors on va faire un rapide tour de table pour se présenter, puis ensuite, pour lancer les débats, je poserai une ou deux questions à chacun des experts, et ensuite, on vous laissera la parole. On va essayer de vous laisser à peu près 20 à 30 minutes pour poser des questions, mais vous avez déjà entendu à mon accent que je ne suis pas né dans le nord de la France, je suis né à Toulouse, de parents nés à Toulouse, donc génétiquement, puisqu'on parlait tout à l'heure de génétique, je suis né avec la tchatche. Si vous n'arrivez pas à poser des questions, moi je les poserai aux intervenants, donc on va y arriver. Alors, je me présente en premier en tant qu'animateur, donc je suis le professeur Daniel Rivière, je suis le chef de service de médecine du sport de l'hôpital Larrey et je suis conseiller scientifique de l'Agence française de lutte contre le dopage. Alors ensuite, on va le passer dans ce sens-là. Donc, Patrick Chevalier. Alors, Patrick Chevalier, moi je suis le créateur, le fondateur de l'association 100% Sport Pur. Fabien Pillard, je suis médecin enseignant au CHU de Toulouse et élève et collaborateur de Monsieur Rivière. Jean-Christophe Perrault, jeune retraité, donc j'ai été un vice-champion olympique à Pékin en VTT et sinon j'ai fait second du tour en 2014. Anna Sénard, je suis médecin, je travaille à l'antenne médicale de prévention du dopage et conduite dopante de la région Occitanie. Jean-Pierre Payol, directeur général de la Mutuelle du Rempart, mutuelle très axée sur la prévention et la promotion de l'activité physique et sportive. Maxime Vallée, interne en médecine, en santé publique, médecine du sport et sportif, médaillé aux Jeux paralympiques de Rio. Donc vous voyez déjà qu'on peut être performant sans se doper. Alors comme dans la définition, je ne vous ai pas dit que j'étais physiologiste et que les physiologistes sont des gens très rigoureux qui aiment bien définir de quoi on parle. Il y a écrit amélioration des performances. La première question que je vais poser à Fabien Pillard, c'est de nous dire pour lui qu'est-ce que c'est qu'être performant en sport, quels sont les principaux facteurs de la performance qui pourrait donc être amélioré par l'entraînement et ou le dopage. Alors, je vais faire une réponse à double détente, mais comme on parle d'humanité, ou de biologie humaine, en fait, je pourrais répondre c'est dépasser l'autre, mais ça serait plutôt le versant, on va dire, sociétal, sur quoi je ne me pose pas, mais je vais plutôt répondre sur le versant biologique, c'est-à-dire pourquoi on est sollicité. D'être performant, c'est déjà dépasser ses propres objectifs, savoir les fixer et arriver à les dépasser de façon adaptée par rapport à son potentiel. Donc ça veut dire qu'il faut être capable, quand on veut être performant, de définir à peu près le cadre dans lequel on est censé pouvoir évoluer, c'est-à-dire appréhender un certain niveau de prédisposition, parce que là, on n'est pas tous égaux naturellement face à la performance. Et c'est peut-être là qu'à un moment donné, certains vont faire, on va dire, le pas pour essayer de surpasser ce qui naturellement est dépassable. Et face à cette première prise de position, nous, on va apporter pour dépasser les objectifs et tout doucement les décaler, des mesures de façon à être sûr que la performance se fait dans un cadre, on va dire, intégratif, c'est-à-dire qu'on va essayer de permettre aux patients de développer toutes les ressources, de la tête jusqu'à l'organe, c'est-à-dire le cœur, le poumon, le muscle, l'énergétique, etc., en passant par l'hygiène de vie, par des approches de soins. Il y a quelque chose que vous m'avez toujours appris, M. Rivière, c'est permettre la performance en minimisant les risques. Ça veut bien dire qu'il n'y a jamais zéro risque. Donc nous, on est là pour minimiser les risques. Et c'est pour ça qu'on s'oppose parfois avec des gens qui n'acceptent pas, entre guillemets, le sport de haut niveau, parce qu'ils partent du principe que c'est dangereux. Donc, par la force des choses, il ne faudrait pas en faire. Il faudrait faire que du sport santé. Donc nous, ce qu'on va permettre, c'est accepter justement cette performance, mais dans la notion d'évaluation, vous parliez de mesure, quand on va mesurer, quand on va appréhender une dimension de faiblesse ou de potentiel chez quelqu'un, donc on va renforcer les points forts, diminuer les points faibles, on essaie toujours de le faire dans une limite, on va dire, de sécurisation, même si effectivement on sait qu'il n'y a jamais zéro. Comme on dit, je finirai là-dessus, la performance, c'est être capable d'exprimer un talent, et tout en minimisant les risques, et ça c'est le principe de la médecine, c'est on a une obligation de moyens, un objectif de résultat. Donc on va tout mettre en œuvre pour que ça se passe bien,
pour que ça se passe bien sur le plan y arriver, aider le sportif à y arriver, et puis que ça se passe bien sur le plan médical, c'est quand même notre première fonction, on va dire ça comme ça. Voilà. Merci beaucoup Fabien. Alors puisque Jean-Christophe a le micro, il va nous dire que c'est un jeune retraité. Alors qu'est-ce que c'est la vie et l'entraînement d'un cycliste qui a réussi à être deuxième du Tour de France, vice-champion olympique, et qui a oublié de nous dire qu'il avait été champion du monde par équipe et qu'il a notre palmarès long comme ça. Qu'est-ce que c'est s'entraîner pour être un sportif de haut niveau, pour réussir les performances que vous avez réussies? Je pense que ça peut se résumer en 3 points. Le premier et le plus important, ça reste l'entraînement. C'est ce qui permet de s'améliorer et d'aller au maximum de ce que l'on est capable de faire. Le second point, c'est l'hygiène. Et le troisième, qui fait aussi la différence, c'est la récupération. Et savoir laisser son organisme récupérer des charges de travail, des charges de compétition pour être frais et dispo sur les événements importants. En d'autres termes, quelqu'un qui fait le Tour de France, en moyenne, combien il fait de kilomètres en vélo par an d'entraînement? On est sur 30 000 km par an. Bon, vous connaissez à peu près la valeur des cotes Argus de vos voitures. Vous voyez qu'eux, à 30 000 km par an, ils dépassent ce qu'on vous autorise pour les cotes Argus de voitures. Ça veut dire que je joue plus grand-chose à l'Argus alors. Hein. C'est pas ce que je voulais dire. Alors on a parlé donc de la performance, on a parlé d'entraînement, mais on va maintenant parler du dernier terme, qui est le dopage. Alors Anna, quelle est la définition actuelle au XXIe siècle du dopage et quels sont les produits entre guillemets les plus pris? Et la question qui se pose, parce que souvent on la pose, est-ce que tous les sportifs utilisent tous les mêmes produits pour se doper? Alors, par rapport à la définition actuelle étant assez hard, puisque la définition est dopage égale violation des règles antidopage. Donc, je vais revenir sur la première définition qui a été donnée en 1963 lors du colloque de Riage-les-Bains. C'était en France et c'était des Français. C'était une très belle définition. Et à l'époque, c'était dopage, prise de substances pour créer une performance de façon artificielle, et que cette conduite, elle est contre l'éthique sportive et que pourrait avoir des contraintes sur la santé physique ou psychique de l'athlète. Dans cette définition, il y a performance, il y a athlète, il y a éthique et tous les effets indésirables qu'ils peuvent avoir sur la santé, que ce soit à court ou long terme de l'athlète. Donc ça, c'est en 1963, ça a beaucoup évolué puisqu'il y a l'Agence mondiale antidopage qui est créée dans les années 2000, et donc 2017, définition du dopage égale violation des règles antidopage entre l'article 2.1 et 2.8 du Code mondial antidopage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est sanctionné par rapport surtout à un contrôle antidopage positif. Le contrôle antidopage est au centre de cette définition, puisqu'il est interdit pas seulement le fait de prendre une substance, mais de la posséder dans la poche, de la donner à notre sportif, ou bien sûr de la trouver dans le sang ou les urines de l'athlète. Cette substance ou méthode doit se trouver sur une liste des substances et méthodes interdites qui est renouvelée chaque année par l'Agence mondiale antidopage. Et donc ça pose déjà énormément de problèmes. Après, dans la définition du dopage, actuellement, il y a aussi le fait de trafic avec les substances. Il y a le fait de ne pas se présenter à un contrôle antidopage et aussi de ne pas donner la disponibilité de l'athlète pour un contrôle inopiné. Donc la définition aussi est beaucoup plus large puisque ça va concerner pas seulement le sportif, qui est le responsable ultime du contrôle, bien sûr,
mais il y a aussi l'équipe sportive, les médecins. Il y a aussi une responsabilité qui est élargie par rapport à cette notion du dopage qui n'était pas en 1963. Alors, ce qui est très important, ce que j'aimerais quand même souligner, c'est que le dopage est actuellement dans le monde sportif. Le sportif de compétition, donc tout sportif qui se présente, qui participe à une compétition quelle qu'elle soit, il peut subir un contrôle antidopage. Donc tous les sports, tous les niveaux, tous les âges et tous les sexes. Donc là, c'est extrêmement important puisque le dopage, il existe partout et il fait des ravages dans le monde des amateurs, des sportifs amateurs. Donc cette notion de contrôle antidopage, c'est très important puisque actuellement les sportifs qui se dopent, qui ne veulent pas être sanctionnés, il va tout faire pour passer à travers ces contrôles positifs. Donc il y a la technique des microdoses, des substances interdites, ou bien d'utiliser des substances interdites mais en surveillant le seuil de positivité, ou bien il y a les substances qui ne sont pas encore décélables aux méthodes dans un contrôle, comme le dopage génétique, bien évidemment, ou d'autres substances, ou bien de prendre des substances qui ne sont pas interdites. Donc moi, je poserai deux questions. Est-ce que tout contrôle antidopage positif est du dopage? Et tout contrôle antidopage négatif, ce n'est pas du dopage? Et là, il y a dans la réflexion deux réponses. Par exemple, le sportif qui prend des compléments alimentaires qui se trouve avec un contrôle antidopage positif et qui dit « mais je n'ai rien pris ». Et en plus, il ne ment pas. Ou bien celui qui dit qu'il ne s'est jamais dopé pendant des années et qui s'est dopé tranquillement parce qu'il savait très bien qu'on ne pouvait pas trouver la substance puisqu'il n'y avait pas le test pour le déceler dans les urines. Voilà. Donc ça, c'est, je pense, sans parler de la frontière, ou peut-être on pourra ajouter un mot après. Alors on va donc, le problème du dopage est quelque chose de compliqué. Si on résume en une phrase que vient de dire Anna, aujourd'hui, se doper, c'est prendre quelque chose qui est interdit. Donc c'est basé sur la sanction. Et c'est peut-être pas le meilleur moyen c'est un des moyens de lutter contre le dopage, c'est peut-être pas le meilleur moyen. Donc je me tourne vers Patrick Chevalier, je lui demande qu'est-ce qu'il a mené à un moment donné, à lui, qui est depuis toujours dans le monde sportif et encore actuellement dans le monde fédéral, qu'est-ce qu'il a mené à créer 100% sport pur, cette association qui travaille quand même beaucoup plus sur la prévention. Alors, 100% Sport Pur a été créé en 2000 et on peut dire que la référence de cette association, c'est la loi de 99, donc la loi de Marie-Georges Buffet, qui a été un peu plus loin dans les tests sur la loi antidopage. Et l'objet de l'association, c'était pas de faire de la prévention, c'était surtout, et j'en suis convaincu encore aujourd'hui, c'était de sensibiliser et d'informer les jeunes. Parce que je pense qu'aujourd'hui, pour faire une lutte contre le dopage, faut-il encore que les jeunes soient aussi sensibilisés et informés. Donc plus tôt cette information et cette sensibilisation est faite, plus on peut espérer ne pas irradier le dopage. On n'est pas là pour irradier le dopage, mais au moins d'essayer de faire passer des messages. Et pendant ces 17 ans qu'on a œuvré, on a œuvré dans des lycées, je fais plus d'une dizaine d'interventions dans les collèges et les lycées. Le seul point noir que j'ai à faire, c'est que 80%, c'est dans les collèges et les lycées. Le mouvement sportif n'a jamais, pour ainsi dire, répondu favorablement à nos interventions, alors qu'eux, ils en ont besoin parce que les associations, les ligues, ont un certain nombre de jeunes qui pratiquent du sport de compétition et qui, demain, sont susceptibles aussi de devenir des sportifs de haut niveau. Et donc, il était très important qu'ils soient informés. Bon, j'ai fait un certain nombre de films. Monsieur le professeur Rivière se rappelle le premier film qu'on a fait, qui s'appelait « Prévenir pour progresser », qui a été un premier jet.
Et on en a fait un il n'y a pas très longtemps. Et là, ce que j'ai fait sur ce film, c'est un film de 22 minutes qui s'appelle « Regard des jeunes pour les jeunes ». C'est-à-dire que c'est des jeunes, des adolescents, pour lesquels on leur a demandé de réfléchir et d'aller interroger un certain nombre de personnes autour du dopage et puis de sensibiliser encore un peu plus. Voilà, le rôle réellement de cette association, c'est en direction des jeunes. Je suis toujours convaincu aujourd'hui que à côté de cette prévention, de cette lutte, il y a cette obligation de sensibiliser et d'informer les jeunes. Voilà. Tout à fait, c'est ce que disait tout à l'heure Jean-Christophe, parce que les mentalités sont en train de changer. Il fut un temps où les fédérations sportives ne voulaient pas parler du dopage, parce qu'on partait du principe que chaque fois qu'on trouvait un dopé dans une fédération sportive, tous les sportifs de cette fédération se dopaient. Donc on sait aujourd'hui que le dopage, il y en a dans tous les sports, mais que la majorité des sportifs ne sont pas dopés. Ce qui fait que les fédérations commencent maintenant à être davantage dans la sensibilisation. Alors, on vient de parler de médecine du sport, on vient de parler de sport de très haut niveau, on vient de parler du dopage, et on a ici un cas particulier qui est Maxime Bally, puisque Maxime Bally, il est à la fois médecin du sport et il est sportif de haut niveau, puisqu'il vient de vous dire qu'il revenait avec 2 médailles de Rio. À ce propos, je suis le parrain universitaire de Maxime et je le félicite parce que je lui avais mis comme deal de m'en ramener une et il m'en a ramené 2. Donc je remercie encore Maxime. Donc Maxime, pour toi qui est à la fois médecin et sportif de haut niveau, est-ce que cette notion d'amélioration des performances, entraînement et dopage, tu as une vision différente de nous qui sommes peut-être chacun d'un côté de la barrière? Oui, je vais avoir probablement une vision un petit peu différente, parce que c'est vrai que moi, quand je vais voir un sportif qui subit la pression du résultat, la blessure, ou qui voit que sa courbe de progression ne monte plus, et qui est un peu désespéré, où on sent qu'il n'est pas prêt à franchir le cap, mais voilà, qui se pose des questions. Pour avoir connu ça, c'est ça, cette pression du résultat, la blessure, un petit peu tout. Le fait d'être médecin permet de se dire il y a d'autres solutions. On va y arriver par l'entraînement, la rééducation, etc. Des choses adaptées qui restent dans le cadre. On sait qu'on peut s'en sortir. Et d'avoir cette vision-là, quand je reçois le patient en face, alors le sportif, ça permet, j'espère en tout cas, de lui faire passer un message qui va comprendre plus facilement, puisque je vais être plus sensible à ce que lui ressent. Après, en tant que sportif, je pense que je suis pas un très bon sportif qui écoute pas trop son médecin non plus, parce que je suis comme tous les sportifs, quand je me blesse, j'ai pas envie de respecter les temps de guérison qu'on m'impose et que j'impose aux autres. Voilà, donc ça c'est un peu le mauvais côté, mais ça me permet aussi vraiment de comprendre ce qui est ressenti par l'athlète au moment où il vient. Merci beaucoup Maxime. Alors là on vient de parler d'éthique, etc. Mais comme l'a dit tout à l'heure Fabien Pierre, les médecins du sport qui s'intéressent aux sportifs de compétition savent que le sport de très haut niveau, le risque n'est pas zéro et que par conséquent, on va essayer de leur permettre la performance en préservant leur santé. Or, on a ici présent Jean-Pierre Payol qui représente la Mutuelle du Rempart qui depuis toujours s'intéresse à la médecine du sport. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce qui a conduit cette mutuelle à s'intéresser autant à la médecine du sport et quel pourrait être le rôle d'une mutuelle dans l'aide, dans la prévention, dans l'information contre le dopage ou les effets du dopage, comme en parlait tout à l'heure Patrick Chevalier. Merci professeur. Oui, alors effectivement, notre mutuelle depuis des décennies, on va dire, s'est intéressée à la pratique physique, on va dire, et sportive de diverses manières, par de la promotion de la prévention, par également des partenariats pour mettre en valeur des disciplines sportives diverses et variées, en tout cas sur notre zone de chalandise, par des conseils aussi à une époque internalisés en bien-être et santé,
Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a pris conscience très tôt, peut-être était-on, comme d'autres d'ailleurs, mutuelles avant-gardistes, de l'intérêt de la pratique physique et sportive pour le bien-être humain, on va dire, dans son sens général. Donc on a mis en avant diverses actions dans cet objectif-là, de promotion de l'activité physique et sportive, y compris par des offres liées à des prises en charge de licences sportives, par des certificats aussi, des prises en charge de certificats de non-contre-indication à la pratique sportive, parce qu'il faut savoir aussi que le sport a des vertus, mais aussi, comme ça a été dit, des risques, notamment quand on s'y remet à un certain âge sans préparation. Donc on a essayé d'aborder tous les aspects, à la fois positifs et négatifs, du sport, en faveur de nos adhérents, mais au-delà d'un grand public. Pour revenir en particulier au dopage, parce que je suis quand même un petit peu, comme je l'avais dit, le candide de cette assemblée, ce que ça m'inspire, c'est que le dopage, c'est en définitive une façon de refuser des inégalités. Il y a des inégalités, comme ça a été dit, et l'entraînement, pour l'acquisition de la performance, permet, à titre personnel, de combler l'écart entre le mieux et l'état dans lequel on est. Mais quand on est dans une compétition, quelle qu'elle soit, le fait de se doper, c'est le fait de vouloir refuser les inégalités qui parfois sont insurmontables, comme ça a été dit. Et notre métier à nous, en tant que mutualistes, ce n'est pas d'éradiquer les inégalités, c'est de les compenser par la solidarité. Ce qui n'est pas la même chose. Et qui, pour faire un lien avec la conférence tout à l'heure, qui était particulièrement intéressante aussi, je dirais que, est-ce que le transhumanisme, puisque c'était évoqué, c'est un peu le thématique du forum aussi, n'est pas en définitive un dopage ? Où commence le dopage, où s'arrête-t-il ? J'ai eu des témoignages personnels d'anciens cyclistes qui avaient fait les Tours de France dans les années 30, qui sont disparus depuis, et qui me disaient qu'à l'époque, humblement, ils se dopaient avec de la caféine. Est-ce que ce serait toujours considéré comme tel maintenant ou pas, surtout aux doses qu'ils prenaient et de la façon dont ils les prenaient ? Mais est-ce que l'homme augmenté dont on parlait tout à l'heure n'est pas tout bonnement l'avènement d'un dopage de caste, peut-être, comme ça a été dit, généralisé. Donc, en tant que mutuelle, on a effectivement un rôle de vigilance par rapport à cette évolution, à travers notamment le dopage, et aussi, peut-être, modestement, d'éducation ou d'information sur les risques que le dopage présente vis-à-vis, bien entendu, les sportifs, déjà, mais pas que, puisqu'on s'aperçoit que le dopage, c'est là aussi vulgarisé. À une époque, c'était effectivement dans le cadre de compétition, et donc pour des sportifs plutôt de haut niveau, mais plus le temps passe, plus des compléments alimentaires, plus ou moins sûrs, qu'on trouve sur Internet notamment, etc., présentent des risques certains et sont à la disposition de quasiment tout un chacun qui veut augmenter ses propres performances personnelles, indépendamment parfois de toute compétition. Donc on a, je crois, un rôle social et public d'information, de prévention de ces risques-là, et de rappel qu'effectivement, les inégalités, quelque part, existent. Ce qui est peut-être plus humain que de vouloir les supprimer, c'est de vouloir les corriger par de la solidarité. Voilà. Merci beaucoup. Alors, est-ce que à ce stade de la table ronde, vous avez déjà des questions ou des précisions que vous souhaiteriez de la part des différents intervenants, ou est-ce que nous continuons à discuter pour faire passer un certain nombre de messages qui nous semblent importants? Des questions? Oui. Celui d'artificiel. Parce qu'effectivement, actuellement, non seulement il y a plein de substances naturelles qui sont probablement dopantes, mais il y a aussi des grandes inégalités naturelles, on l'a signalé, entre les sportifs. Et je me souviens d'une famille de fondeurs finlandais qui avait, par une mutation génétique naturelle, le plus de production d'érythropoïétine dans le sang, avec d'ailleurs des problèmes de santé par la suite, et où la question s'était posée, est-ce qu'on doit les disqualifier ou pas, vu qu'ils sont naturellement dopés. Voilà. Donc j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce concept de naturel dans la définition. Alors, si je puis me permettre de répondre, nous sommes tous inégaux vis-à-vis de la performance sportive. J'ai l'habitude de le dire de façon provocatrice, qu'il y en a qui naissent chevaux de course et d'autres qui naissent mulets. Un mulet, même très entraîné et même dopé, ne rattrapera pas un cheval de course. Donc déjà, de base, nous sommes inégaux. Vous parlez de la mutation du gène HIF1, qui a été mise en évidence chez les skieurs de fond, mais également chez d'autres sportifs,
et qui naturellement font que ces personnes, en effet, ont une concentration en hémoglobine supérieure à la normale, donc ils transporteront davantage d'oxygène, donc ils auront de meilleurs résultats dans les sports d'endurance. Le seul problème, c'est qu'ils ont quand même une concentration d'hémoglobine supérieure à la normale, ce qui à terme peut fatiguer leur cœur, qui a à pousser un sang qui est éventuellement un tout petit peu plus visqueux. Et la question qui se pose, c'est ils sont performants étant jeunes, mais est-ce que leur durée de vie sera aussi longue que ceux qui n'ont pas cette mutation? C'est ce dont on parlait tout à l'heure dans ces effets entre guillemets de caste. Donc ces personnes-là ne sont pas dopées, c'est naturel. C'est de la même façon de dire que quand on joue au basketball, il est quand même plus intéressant de faire 2 mètres que de faire 1m68. C'est une des raisons pour lesquelles il y a des dopages à l'hormone de croissance, à ce genre de choses. Bon, il y a eu une finale entre l'URSS ou les États-Unis où le meneur de jeu des États-Unis mesurait, Muxibox, 1m68. Donc ça veut dire que l'on peut gagner en basketball même en étant petit. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux être très grand. Est-ce que le fait d'être très grand par rapport au très petit, c'est déjà un dopage? Donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure, ce sont les inégalités qu'il faut éventuellement accepter. Alors vous avez le droit non seulement de poser des questions, mais aussi d'apporter des contradictions. Nous vous démontrerons que nous avons raison, mais vous pouvez essayer de nous contredire. Je vais vous répondre par, on va dire, une approche scientifique, où depuis quelques années, donc je ne sais pas exactement la date exacte, mais a été créé en France un institut de recherche et épidémiologie du sport, c'est-à-dire un institut qui est censé faire de la veille, on va dire, scientifique sur la performance dans le sport et la santé dans le sport. Cet institut, il a développé de façon plus particulière et originale, y compris au niveau international, avec justement des collaborations avec des biostatisticiens, enfin une modélisation de la performance. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui un des instituts qui au monde publie le plus sur la modélisation de la performance. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ils ont énormément publié donc, des modélisations de records, de données. Ils sont remontés jusqu'à des années très lointaines, on va dire. Et ils modélisent donc les records, et ce qu'ils montrent, c'est que les records plafonnent. Et que c'est pas infini, c'est pas vrai. Et ça, c'est preuve à l'appui. Ce qui fait qu'il y a un dopage peut-être par rapport à cette démarche-là, c'est qu'il y aura toujours un besoin, même si les records plafonnent, ils sont en train de démontrer que même avec du dopage, parce qu'il y a des oscillations dans l'évolution des records, où on voit très bien 2-3 ans avant ce qu'on voit 2-3 ans plus tard. C'est-à-dire, si on avait fait l'épidémiologie avant 98, on aurait vu qu'il y avait des choses pas nettes dans l'évolution. Ça ne se faisait pas. Aujourd'hui, c'est publié dans les journaux, dans les revues, on vous dit « Ah, c'est pas normal qu'il monte le col, attends, etc. » Il y a plein de gens qui s'improvisent, entre guillemets, modélisateurs, ou je ne sais pas comment on peut expliquer ça, mais bref, aujourd'hui, ce que dit la science, c'est que le record plafonne. Donc, pourquoi il y a du dopage à ce moment-là? Parce que dans votre logique, c'est de toute façon, on peut toujours aller plus loin. Vous pouvez dire à quelqu'un, de toute façon, ça va plafonner. Pourquoi il va se doper alors qu'il sait qu'il n'ira pas plus loin? Parce qu'il y aura toujours un vainqueur. Et ce qui fait le dopage, c'est la supériorité du petit plus. Parce qu'à un moment donné, quand Jean-Christophe peut en parler, on va vous dire, ouais, mais c'est quoi 1, 2 minutes, 3 minutes à l'échelle d'un Tour de France? Ben, c'est ce qui fait que vous êtes devant ou pas devant, quoi. Et quand vous raisonnez, 1, 2, 3 minutes, c'est rien du tout, enfin, à mon échelle, c'est illusoire. Mais pour eux, c'est ce qui fait qu'il y en a un devant et l'autre qui est 10, 15 places derrière, peut-être. Et je pense que cette notion, on va dire de prise de conscience, on va dire objective, elle est quand même un peu rassurante, mine de rien. Et je voudrais juste finir dans mon argumentaire une autre chose, c'est qu'à l'inverse, vous allez dire, mais alors du coup, les sportifs de haut niveau se dopent. Le dopage, c'est pas bon pour la santé. On a eu le coutume de dire, le dopage, c'est à peu près, quand on fait du haut niveau, pour les mauvaises langues étatiques pour certains, ou en tout cas répandues. Ben, là encore, ce même on va dire, service de biostatistique a fait des recherches
Et sur la modélisation, à regarder la longévité des anciens sportifs olympiques, alors français, parce qu'ils ont toutes les données de l'INSEP. Je ne sais pas si vous êtes au courant de combien d'années de vie supplémentaires un sportif qui a participé au moins une fois aux Jeux olympiques dans sa vie gagne d'années de vie supplémentaires par rapport à la population générale. Est-ce que vous avez une petite idée? Ça a été communiqué au niveau national. C'est 7 ans d'années de vie supplémentaires. 7 ans. Donc je veux dire, il vaut mieux faire du sport olympique que pas en faire, quoi, visiblement. Enfin, bon, et deuxième chose, c'est qu'ils ont pris le problème par l'autre bout. Ils ont regardé, enfin l'autre bout, un bout complémentaire. Ils ont regardé ce qu'il y avait plus de centenaires chez les anciens sportifs olympiques. Mais la réponse est évidemment oui. Donc vous vivez 7 ans de plus que la moyenne, mais vous avez encore plus de chances d'être centenaire. Donc on peut discuter, hein, c'est toujours le même problème. Alors moi je suis épidémiologiste aussi, hein, comme Maxime. Mais il ne faut pas confondre association et causalité. C'est différent. Une association n'implique pas une causalité. Donc moi je suis plutôt favorable, on va dire, enfin j'ai plutôt une vision favorable et voilà, dans le sens que de toute façon la modélisation de la performance, à un moment donné ça va s'arrêter, hein, parce qu'en plus ce qui fait gagner aussi quand il regarde le bruit de fond, c'est l'avancée technologique. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des records qui ne sont pas du tout classables, parce que l'avancée technologique fait que c'est plus comparable. C'est très bien comme ça je trouve. Mais globalement, biologiquement, tout concorde à dire que de toute façon on n'est pas entre guillemets inhumain. Et puis, à l'autre côté, c'est que manifestement, le sport de haut niveau n'est pas si j'emploie un terme, pourri que ça. Si on en croit voilà, les statistiques, et puis de lutte contre le dopage, on va dire, et puis les statistiques en termes de survie, quoi, et en termes de qualité. Moi, je trouve que c'est plutôt positif, tout ça. Voilà. Donc, j'essaie de répondre scientifiquement à votre question, même si ça ne lève pas complètement le bruit de fond, on va dire, de la réflexion du pourquoi est-ce qu'ils veulent absolument toujours dépasser. Je pense que, moi je vous ai donné mon impression, on veut se dépasser soi par rapport à un physiologique, comme on dit, mais c'est au-delà de ça. C'est ma vision médicale, biologique. Mais au-delà de ça, je suis aussi sportif, j'ai été sportif, et à un moment donné, même si vous avez envie de vous dépasser vous, s'il y en a un devant, vous avez peut-être envie d'aller aussi un petit peu plus loin, quoi. Enfin, c'est la nature. Après, c'est d'être fort dans sa tête pour arriver à le faire tranquillement le soir quand on va se coucher, quoi. Et pas de se dire qu'on a ou triché ou qu'on n'a pas été loyal, parce qu'au-delà du dopage, il y a aussi la loyauté. A contrario, pour vous rassurer, vous pouvez tous devenir centenaires sans forcément être allés aux Jeux Olympiques. Hein. Nous sommes bien d'accord, parce que ça pourrait faire peur. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Alors, Alors oui, le matériel, ça peut être une sorte de dopage technologique, je ne sais pas trop comment on peut l'appeler. Vous parliez de Pistorius, par exemple. Et on s'est aperçu que sur le 100 mètres, les athlètes qui étaient amputés d'une seule jambe étaient les plus forts. Donc ils partent, ils font le 100 mètres, amputés d'une jambe, c'est plus fort. À partir de 200 mètres, il vaut mieux être amputé, entre guillemets, hein, il vaut mieux être amputé des deux jambes sur 200 mètres et à partir de 400 mètres. C'est-à-dire qu'avec une seule jambe, on est moins fort. 400 mètres aussi, parce qu'on n'a pas d'apparition de crampes, de douleurs dans les jambes, et donc on va plus vite, plus loin. Après, il y a deux autres choses. On reste sur l'athlétisme. Il y a la longueur des lames. Parce qu'à un moment, il n'y avait pas de limite. Alors ça s'est posé un petit peu dans tous les sports, mais en escrime, ça s'est posé aussi. Parce qu'en escrime, on est face à face sur un fauteuil. Et il n'y avait pas de réglementation. Et tout d'un coup, il y a un athlète qui est arrivé avec un fauteuil qui était à cette hauteur-là. Donc forcément, il regardait l'autre d'en haut et paf, plus facile. Sur les lames, il y a eu la même chose. C'est qu'au bout d'un moment, sur les lames de carbone, il y en a un qui s'est mis à faire des lames plus grandes que les autres. Donc forcément, quand on a une plus grande jambe, il allait plus vite, il avait plus de rebond, il va plus loin. Et donc ils ont été obligés de créer une mesure artificielle en fait, des lames. Alors bon,
pour un athlète qui est amputé que d'un côté, c'est facile parce qu'on prend la longueur de l'entremembre. Mais l'athlète qui est amputé des deux jambes, comment on décide quelle longueur de jambe de prothèse il va avoir droit? Donc ils mesurent avec le fémur et ils estiment la longueur de lame. Mais pareil, on parlait de normes tout à l'heure, sur de normes biologiques. Là, c'est pareil, on va avoir entre guillemets droit à une lame, mettons, de 50 cm. Mais sauf que si on a droit à 50 cm, il n'y a personne qui va être à 48. Hein. Tout le monde va être à 50. C'est un peu la même chose. Et dans les vélos? Dans les vélos, il y a des moteurs. Non, je blague, non, mais j'ai plein de choses à dire. Donc, je voulais revenir sur la définition du dopage. Moi, ma définition du dopage en tant qu'athlète, c'est la loyauté et le respect de l'adversaire. Donc, tout ce qui est exogène pour améliorer la performance, à mon sens, c'est du dopage. Donc, c'est beaucoup plus simple. Et voilà. Ensuite, je suis dans un sport où il y a un aspect quand même recherche et développement. On se rapproche un petit peu de la Formule 1. Et l'aspect ingénierie, aérodynamique, etc., on rentre en compte. Donc, on n'a pas tous les mêmes vélos, mais potentiellement, on pourrait tous avoir les mêmes vélos. Donc, c'est ce qui peut rendre le sport aussi intéressant et à essayer de s'améliorer via notre machine. Donc, bien évidemment, quand il y a un moteur, c'est du dopage, mais laisser la liberté aux ingénieurs et aux équipes de développer des équipements pour essayer d'aller un peu plus vite que le voisin, c'est aussi une manière de rééquilibrer les chances entre guillemets, du fait que génétiquement on est programmé, on est tous différents. Ensuite on a l'aspect mental où on va s'entraîner plus ou moins, on va être capable de dépasser plus ou moins la douleur. Ça donne un élément supplémentaire à la performance qui peut rajouter un petit peu du piment, à partir du moment où tout le monde potentiellement y a accès. Oui, concernant le matériel, moi je ferai une petite mémoire concernant la natation. Les fameuses combinaisons qui ont permis de battre des records du monde, je dirais en pagaille, puisque aujourd'hui il y en a certains qui sont encore là. Moi j'avais déjà, à l'époque, quand les combinaisons sont venues, j'ai dit il y a un problème, parce que bon, il n'y a pas de problème sur la santé, mais il y a un problème sur l'éthique. Tout simplement parce que, entre autres, une marque, que je ne vais pas citer, disait vous, le coût des combinaisons, on ne pourra fournir qu'une dizaine d'athlètes. Ça veut dire que, moi j'avais dit, c'est simple, on fait venir les 8 meilleurs, on les met sur le plot et on ne fait plus de demi-finale, et ainsi de suite. Donc, et la preuve, c'est que, quelque temps après, on a supprimé ce problème des combinaisons. Voilà. Max ? Tu parles du Pipar Delta? Voilà. Hein? Et donc, question, est-ce que vous pensez qu'il y a un danger éventuellement dans un temps moyen? Vous savez que maintenant, on peut intervenir beaucoup plus aisément sur les cellules somatiques, etc., hein, avec des nouvelles technologies. Est-ce que vous pensez qu'un jour ou l'autre, le monde sportif est susceptible donc d'être pollué par le dopage biotechnologique? Mais là, il y a deux groupes de personnes. Il y a ceux qui pensent que ça n'arrivera jamais ou qui espèrent que ça n'arrivera jamais, et ceux qui pensent que c'est déjà commencé. Alors, pour le Pipar Delta, c'est passé sur la liste des produits interdits parce qu'il y a des intellectuels qui ont eu l'idée de se l'injecter, et comme tu connais les effets généraux du Pipar Delta,
ils ont été très peu performants. Nous avons également eu l'ICAR, un certain nombre de molécules qui sont sorties et toutes ont fini par être interdites parce qu'elles sont excessivement dangereuses. On a même pensé faire produire de l'érythropoïétine in situ dans les muscles des sportifs. Ça a été testé, mais cette érythropoïétine est détectable parce que ce n'est pas exactement la même. Il est évident que comme il y aura toujours plus ou moins de dopage, et qu'il y aura toujours des tricheurs, tôt ou tard, les biotechnologies arriveront en effet dans le monde sportif. Et certains pensent, comme par exemple Gérard Dine, qui est professeur aux arts et métiers à Paris, pensent que c'est déjà le cas pour certaines molécules. Et pour l'instant, le dopage biotechnologique et génétique n'est pas encore tout à fait au point, puisqu'il est détectable. Je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à ceci, puisqu'il y a quand même des constatations qui sont là. Donc la question se pose vraiment, puisque l'Agence mondiale antidopage, elle a lancé une alerte en 2013 pour alerter les sportifs qui seraient tentés de prendre certaines substances qui sont des médicaments, bien sûr, en essai clinique, comme ECAR et GW5015-16, qui sont de molécules qui vont agir sur le PPAR et delta, donc des protéines qui vont avoir une action sur la transcription et sur le décodage du génome et les réactions sur le muscle et sur la glycémie. Et c'est quand même l'agence qui a quand même des doutes par rapport à l'usage de certains sportifs, qui a lancé une alerte pour avertir les sportifs qu'il y avait des effets indésirables graves et que c'était des expérimentations qui se faisaient chez les animaux, chez les souris, et que donc les essais étaient arrêtés parce qu'il y avait eu de gros problèmes de mort des rats. Ce qui est vrai aussi, c'est que dans les effets, par exemple par rapport à la production d'érythropoïétine au niveau de la cellule musculaire in situ, et c'est une réalité. Il y a des choses qui sont là, parce que la technologie par rapport à la médecine est dans le but de guérir des maladies, parce que c'est ça. La grande question, c'est des sportifs en bonne santé qui font vraiment quelque chose qu'ils aiment et qui c'est pour le plaisir et pour le bonheur de tout le monde, bien sûr, sur la pression, qui sont en bonne santé et qui vont prendre des substances ou sur la liste interdite, et ceux qui prennent sont surtout des médicaments et des substances parfois qui sont en expérimentation. Et donc l'Agence mondiale antidopage doit être vigilante par rapport à toutes ces substances qui arrivent au niveau de la recherche biomédicale. Donc c'est ça qui est quand même qui pose question. Oui, où est-ce que jusqu'à quelle limite on pourrait y arriver? Il y a même des théories sur. J'ai entendu des messages par rapport à des sportifs qui seraient moitié humains, moitié des prothèses, par rapport à quelle est la prothèse que je peux mettre pour pouvoir courir le plus tôt possible et gagner. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent, bien évidemment. Et juste un mot par rapport à ce qui a été dit de la définition du dopage. Vraiment, c'est encore un sujet, parce qu'on est dans la frontière, puisqu'actuellement, il y a le problème de dopage, donc ce qui est dans la définition, et toutes les substances qui ne sont pas interdites et qui sont prises à gogo, donc la caféine, dans de multiples formes, donc les boissons énergisantes, entre autres, et d'autres substances, tramadol, etc. Pardon. Merci. Oui, juste un avis, non pas de spécialiste, mais d'observateur un peu de cette évolution, observateur intéressé de certains progressismes, on va dire, scientifiques et neurobiologiques. Et j'ai une remarque à faire, et je ne voudrais pas être prophète en disant ça, mais ça rejoint ce que dit madame, et je demande à Maxime de m'excuser par avance, mais je pense que demain, des personnes s'handicaperont volontairement pour être des nouveaux surhommes. C'est-à-dire, effectivement, diminueront leur capacité biologique, peut-être décideront de se priver d'un bras
pour se doter d'un bras mécanique ou électromécanique beaucoup plus performant que leur bras biologique. C'est techniquement possible. Je pense que c'est techniquement possible. Donc, et c'est là que se pose effectivement la question éthique, et c'est pour ça que ce forum est essentiel, parce qu'il réintroduit, il priorise la question éthique dans cette évolution, à savoir qu'effectivement, l'homme augmenté ou l'homme programmé ou le transhumain, à mon sens, est plutôt à venir un anti-humain, et que si on ne considère pas qu'il n'est qu'augmenté que matériellement ou que biologiquement, mais c'est toujours que matériellement, il faut s'interroger qu'est-ce qu'il augmente moralement et qu'est-ce qu'il augmente spirituellement. Ces notions-là sont, à mon avis, à part dans des lieux comme ici, ou en tout cas pour le forum, insuffisamment prises en considération. Alors, si vous voulez, on a choisi de parler de l'amélioration des performances d'entraînement et du sport. Et moi, malgré mon âge avancé, je suis resté excessivement naïf. Et je pense que le sport doit être un des derniers remparts de l'éthique dans notre société. Je vous explique pourquoi. Quand vous prenez votre voiture et que vous partez sur l'autoroute, si vous avez envie de rouler à 160 km/h, vous ne pouvez pas le faire parce qu'il y a une loi qui vous en empêche. Vous vivez dans une société où on vous impose des lois. Vous êtes obligé d'accepter les lois de cette société. Quand vous allez faire du sport, c'est vous qui décidez d'aller faire du sport, personne ne vous oblige, et à partir du moment où vous décidez d'aller faire du sport, il est évident que vous devez accepter les règles de ce sport. En d'autres termes, comme une des règles du sport, c'est de ne pas prendre des produits interdits ou de faire des manipulations particulières, eh bien, éthiquement, le sport, pour moi, devrait rester le dernier rempart, entre guillemets, de l'éthique. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut qu'on continue à se battre sans arrêt contre le dopage pour garder ce jardin secret. Puisque quand vous allez faire du sport, vous allez accepter des règles que librement consenties. Personne ne vous les a imposées. C'est vous qui avez choisi de faire ce sport. Est-ce que vous avez d'autres questions en 2 minutes? J'ai une question subsidiaire. À qui profite le crime? À qui profite? À qui profite le crime? À qui profite le dopage? Alors, je ne sais pas à qui profite le dopage parce que le public, lui, il aime bien les records et autres, mais si on prend par exemple, quand il voit passer des coureurs, s'ils passaient un petit peu moins vite, il les verrait passer plus longtemps. Le public aime bien voir les grandes défaillances dans l'école des Pyrénées en cyclisme et autres, donc le public, probablement pas. Alors après, on a un sport professionnel. Le sport professionnel, c'est de l'argent. Il y a tout autour énormément de gens qui peuvent gagner de l'argent avec le sport. Il y a des sponsors qui ont intérêt à ce que leur maillot ou les athlètes qui sponsorisent gagnent parce que c'est bien de voir marquer un truc sur une casquette, sur une chaussure, sur une raquette, sur un maillot. Mais les sponsors sont en train d'en revenir parce qu'ils se rendent compte que quand un des gens qu'ils sponsorisent est pris pour le dopage, les ventes de leurs produits diminuent. Il y a des gens, alors là je vais peut-être me faire des ennemis, à qui profite le crime. C'est un petit peu les médias, parce que les médias adorent parler du dopage. Quand il n'y a pas les ovnis, ou quand il n'y a pas des incendies, ou quand il n'y a pas un cyclone, pouf, on sort une belle affaire de dopage, et à ce moment-là, tout le monde en parle. Mais là, je vais peut-être me faire des ennemis. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que sinon, nous sommes juste dans les temps. Est-ce que nous avons convaincu qu'il y avait quand même encore beaucoup d'éthique dans le sport et qu'on pouvait gagner sans se doper? C'est le principal message pour nous. Ok, merci beaucoup pour votre attention. Merci.